Virino, bonjour. Bonjour Anatole, Merci d'accepter cette interview pour Planète Humoriste. avec grand plaisir. Merci Tu- de m'interviewer pour Planète Humoriste. Tes premières prestations seules sur scène, ça a tout de suite fonctionné ou tu t'es pris des bides? Non, ouais, alors moi j'ai eu de la chance, ma première c'était au Palais des Glaces en 2004. Je venais d'arriver à Paris, je me suis inscrit à un concours, il y avait un thème obligatoire, c'était Rendez-vous dans 10 ans. Et j'avais écrit un sketch sur un mec qui était complètement bloqué sur le fait que dans 10 ans la planète n'existera plus, donc il faisait des économies de tout. Et j'ai eu de la chance, j'ai joué au Palais des Glaces, une belle salle, la grande salle du Palais des Glaces, 500 Ouais. places. J'ai fait un gros carton. Et je suis très content d'ailleurs d'avoir démarré par là parce que c'est un métier tellement exigeant, tellement difficile, que du coup j'avais toujours ce souvenir dans les moments où c'était moins évident de me dire tiens, à l'époque ça fonctionnait et je me souviens que j'adore ce métier, que j'adore les moments de réussite et t'as envie de les multiplier quoi, c'est normal. Tu fais toujours des scènes ouvertes? En fonction du temps, quand j'étais en programmation au Théâtre de 10 heures, j'avais plus le temps, donc là j'en faisais plus, parce que je jouais tous les soirs, du mardi au samedi, c'était assez éreintant. Et donc du coup, après le spectacle, j'allais pas souvent, j'en fais quelques-unes encore, parce que j'ai les copains là-bas, je vois les autres humoristes, donc c'est intéressant. Mais là, j'ai repris un petit peu, puisque j'ai pas de programmation sur Paris en ce moment, donc quand je reviens à Paris, j'aime bien rejouer pour voir les potes, et puis retester les nouveautés que j'écris. Virino, si tu pouvais plonger notre réalité dans un monde de science-fiction, ça donnerait quoi? Ah, bah ça donne mon spectacle, hein, c'est un peu ça. Parce que je suis fan de science-fiction, c'est pas un secret, même si j'en parle pas tout le temps. Mais du coup, je m'inspire énormément du côté SF, du côté futuriste. Alors, ça se voit pas vraiment dans le spectacle, mais parce qu'il faut que ce soit populaire, faut garder le spectateur dans les clous de ce qu'il connaît. Mais je pense au sketch de la Fnac, par exemple, où ça devient une épopée extraordinaire. Ça me vient de la SF, quoi. C'est des mondes différents dans un monde qu'on connaît. Et c'est assez proche, c'est une belle remarque d'ailleurs que tu viens de faire. Ouais, j'aime bien. Quelle est pour toi la fonction sociale de la science-fiction? La science-fiction, c'est un truc particulier, hein. Tout le monde n'en lit pas, au contraire, c'est même un art qui a l'air un petit peu enfantin en fait. Je sais que j'ai lu beaucoup de préfaces d'Isaac Asimov où il disait que justement il avait fait le choix entre la popularité et l'écriture profonde et les formes de style et les machins. La science-fiction va directement à l'intérêt, c'est-à-dire l'histoire quoi, l'histoire racontée. Et la fonction sociale, c'est un peu, je la trouve très proche de l'humoriste. Je crois que la science-fiction est à la littérature, ce que l'humoriste est au théâtre. C'est une vulgarisation et une socialement, ça attire des foules différentes. Je pense que les gens qui vont voir du Man Show, c'est pas forcément les mêmes qui vont voir le Malade imaginaire dans la comédie française, tu vois. Je trouve que la science-fiction et l'humour se rejoignent vraiment là-dessus, quoi. Donc voilà, la fonction sociale, c'est juste donner du plaisir. C'est déjà énorme. Comment tu définirais ton identité humoristique? C'est assez compliqué, c'est toujours très difficile de se définir soi-même. Moi, je dirais que mon clown, Verino, le mec qu'on voit sur scène, un- une sorte de BD vivante où tout est permis. On part d'un fait réel et on en fait quelque chose. On vit une aventure extraordinaire dans la vie ultra ordinaire. C'est enfin, moi c'est comme ça que je vis, j'ai une vie assez simple, hein, c'est un peu normal, surtout au niveau où je suis. Hein. Et du coup, je me concentre sur ce que les gens vivent et sur ce qui les touche sans qu'ils s'en aperçoivent. Et donc ça donne des sketchs comme Le Réveil, par exemple, sur la galère de se réveiller le matin avec le fameux bouton snooze qui nous fait tant souffrir. Et ben ça part d'une observation, c'est que l'observation est la suivante, c'est que moi j'ai du mal à me lever, que ma femme a du mal à se lever, que mes potes ont du mal à se lever, et pourquoi on a du mal à se lever, qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, comment ça se fait on est à ce point-là paresseux, et du coup bah, ça nous fait arriver dans des univers différents, dans une vie qui est vraie aussi, mais qui est incompatible avec cette vie-là. C'est très compliqué à expliquer, mais tout est une question de placement dans mon spectacle. On va traiter un fait quotidien, mais comme il est totalement imbibé de trucs extraordinaires, ça en devient quelque chose d'original et qui appartient qu'à moi justement. Et j'essaye de développer un style Verino et le v'là dans mon spectacle, quoi. Le tout avec un jeu très BD autour. Ah, voilà mon identité. Comment une inspiration devient un effet comique avec toi?
par l'écriture et par le jeu, ça c'est primordial. Je crois qu'on peut partir de n'importe quoi, il n'y a pas de sujet interdit, il n'y a pas de sujet déjà trop traité, ça faut surtout se l'enlever de la tête parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire au début, merde, enfin moi je viens de trouver un nouveau sujet, zut, il est déjà traité, qu'est-ce que j'en fais? En fait il faut surtout pas aller là-dedans, il faut surtout pas se poser la question de si ça a déjà été traité parce que c'est traité par un mec qui ne pense pas de la même manière que moi. Et donc, à chaque fois que tu vois quelque chose qui t'intéresse, ne pas hésiter à aller dedans, à le traiter et à en extirper ce que toi tu ressens, ta propre vision de ce monde-là. Et je me souviens plus très bien de ta question, mais je crois que c'est comment ça devient un effet comique. Et bah ça devient un effet comique au travail, quoi. C'est-à-dire te dire tiens, moi j'ai repéré que chez Zara, quand je me balade derrière ma copine, je suis un véritable zombie. Que je marche comme ça pendant des plombes, que je croise d'autres zombies, je les vois, je fais parce que c'est le bruit du zombie. Seulement quand t'es chez Zara, c'est pas forcément le cas. Non, tu fais pas dès que tu vois un autre mec. Et c'est de là que tire l'effet comique. L'effet comique, il vient d'un blocage du cerveau. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, ça cloche et donc ça te déclenche le rire, quoi. Et c'est ce que les gens demandent, de se faire berner, être surpris, voir tiens putain où est-ce qu'on est, d'un coup il y a une girafe qui passe, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout ça c'est les ressorts comiques que moi j'utilise. Le dessin, l'animation mentale, hein. Bien sûr je dessine pas en direct sur scène, mais voilà, moi je pense que c'est les images qui clochent, les trucs qui dérangent, pas dans le sens politique, mais les trucs qui dérangent le cerveau, qu'on se dit tiens, ça se peut pas, et pourtant ça se peut, c'est la vérité, impossible, mais c'est la vérité. Verino, est-ce que tu penses qu'un humoriste se doit de défendre des idées, des valeurs et des utopies? Ouais, ça j'en suis persuadé. Je suis sûr qu'on a un rôle, tu parlais tout à l'heure du rôle social, il est indispensable. À différentes échelles, hein. Attention, parce que là bien sûr, un mec qui me voit mon travail et qui me voit répondre là, il se dit mais c'est quoi ta défense? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu sers? On a tous un rôle social, et c'est Pierre Dac qui disait ça, c'est que déjà ne pas s'engager, c'est un engagement en soi. Moi je m'engage dans mon spectacle à uniquement faire rire et uniquement toucher les gens le plus large possible. Et c'est pas évident d'ailleurs, parce qu'il faut savoir faire rire. Moi j'ai beaucoup de familles dans mon spectacle, et pourtant le spectacle n'est pas faible, au contraire. C'est juste qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est-à-dire que tu as un enfant, il va voir mon spectacle, il va se dire ça bouge, c'est joli, il y a une énergie, ça déclenche sur des rythmes. Un mec qui est un peu plus avancé, un humoriste aussi, j'ai pas mal d'humoristes qui viennent voir mon spectacle, qui se marrent parce que les chemins utilisés, c'est pas du foutage de gueule, c'est très travaillé, donc c'est bien écrit, c'est à la fois bien joué, et puis à la fois il y a un côté nostalgique qui va chez les mecs un peu plus âgés toucher aussi. Donc le but c'est d'être large sans pour autant être plat, parce qu'il y a un paquet d'humoristes qui sont très très larges, hein, qui touchent tout le monde mais qui finalement ne touchent personne. Moi mon challenge c'est justement de toucher tout le monde, c'est de réunir les familles, de pouvoir faire marrer les enfants comme les personnes âgées qui rentrent chez eux le soir et qui se marrent encore en pensant au spectacle. Je pense que c'est un rôle qui est à tenir. Chacun défend son truc. Il y a des mecs qui vont te parler de politique, je sais que toi t'es branché écologie. Chacun a sa manière de défendre le truc. Moi je suis branché sur la vie, et donc du coup je défends cette vie-là et je la mets en avant et je la fais exister, et c'est mon ressort comique à moi et c'est mon rôle comique à moi. C'est bien qu'on soit pas tous sur le même sujet, je pourrais pas faire ce que fait Gaspard Proust par exemple, que j'adore son travail, mais simplement tu me vois avec ses textes, je ne serais pas crédible et je serais pas capable de les écrire. Et lui ne serait pas capable d'écrire les miens, il serait pas capable de les jouer. Donc finalement chacun s'inscrit dans son style, sa manière de faire, et tout le monde défend quelque chose, qu'on le veuille ou non. Est-ce que tu penses qu'il est important de vérifier une fois dans sa vie par soi-même si les flûtes flottent? Non, je pense pas qu'il soit important de le faire. Si t'es un petit peu curieux, déjà tu sais que les flûtes flottent en fait, puisqu'à la base, je pense que quand t'es petit, tu joues de la flûte, t'as toujours eu l'envie de faire merde et de le balancer dans les chiottes. Donc c'est là que tu vois que les flûtes flottent, ou alors elles touchent le fond, et comme elles sont grandes, on sait pas. Non, je pense que c'est pas indispensable. Je pense que chacun fait ses expériences, faites-vous plaisir, essayez de voir si les flûtes flottent, si les pianos flottent. Mais je pense que comme c'est du bois, ça devrait flotter. Tu ferais quoi toi si tu voyais un animal d'une espèce protégée en train de bouffer une plante d'une espèce protégée? Je les sépare. Arrêtez tout de suite, ok?